Oriane. Oriane. Merci Oriane de cette introduction. Bonjour à tous. Très rapidement, Oriane a mentionné le groupe F. Le groupe F, c'est un groupe de quelques citoyens qui se marrent avec le feu. Et qui fait ça depuis 2020 et on met en place les outils, les techniques pour lutter contre le frelon asiatique, protéger les ruches de ceux qui sont apiculteurs et beaucoup s'amuser entre nous et avec l'ensemble des citoyens. Peut-être parler un tout petit peu plus fort. Oui, vous allez parler plus fort. Comme ça, c'est mieux? Bon. Je vais essayer de ne pas bouger. Si je bouge, il faudra me le rappeler parce que quelque part, je n'aime pas être statique, sinon je vais m'endormir. C'est l'heure de la sieste. Alors, aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais partager l'expérience que l'on a pour localiser les nids. Parce que une fois qu'on a des instruments asiatiques installés, l'un des soucis, c'est de les trouver. Et donc, ici, il y a un arbre dans lequel il y a un nid. J'espère que vous le voyez. Vous ne le voyez pas? Allez, je vais vous aider un petit peu. Est-ce que vous le voyez maintenant? Oui. Non, toujours pas? Franchement, là, voilà, vous le voyez. Hein. Bon, ça, c'est le premier nid qu'on a trouvé en 2020 à Bruxelles. C'était un gros bébé, il avait cette tête-là. Donc, ça, c'était le premier. Depuis, on en a eu beaucoup. Et je vais partager avec vous la manière dont on fait pour les trouver. Avant de commencer, je vais vous donner le cadre de la commune de Woluwe-Saint-Pierre. L'année dernière, l'équipe de recherche de nids qui s'était mise en route sur la commune, on a y trouvé 22. Cette année, sur la même commune, sur le même territoire, hier au soir, on était à 83 nids. Sur le territoire de la commune. Hein. Ils en ont trouvé beaucoup plus. Ils en ont trouvé 116. Sur le pourtour de la commune, ils sont aussi allés chasser les nids. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais préciser quelques petites choses. On a deux types de nids. Hein. La prédation, on la voit commencer fin juin, début juillet devant les ruches. Et puis, à partir du 15 septembre, un nid produit des femelles fondatrices qui seront celles qui feront la génération suivante, l'année suivante. Et donc, il y a deux types de nids. Il y a les nids qui s'appellent les nids primaires, qui sont ceux que les fondatrices font dès qu'elles émergent au printemps. Ça peut ressembler au début à une petite ou une grosse balle de tennis, plutôt une petite balle de tennis au tout début. Ça grossit. S'il y a suffisamment de place pour que le nid se développe à cet endroit-là, ça va devenir le nid définitif. Si par contre, à l'endroit où ce nid s'est installé, il n'y a pas assez d'espace, c'est trop exigu, alors la colonie de frelons asiatique va migrer et va aller en général s'installer en haut d'un grand arbre et on va appeler ça un nid secondaire. Donc on se trouve confronté à deux types de nids et on va voir que la manière de les neutraliser ou de les chercher n'est pas forcément la même. Où est-ce qu'ils sont localisés, les nids secondaires? Alors, les frelons asiatiques sont plutôt des insectes qui s'installent dans les villes. 50% des localisations sont dans les villes ou dans les banlieues. Grosso modo, 40% à la campagne. Par contre, les zones de forêt ne sont pas très intéressantes pour les frelons asiatiques. Ils s'y installent peu et les zones humides encore moins. Et on s'aperçoit que globalement, si on regarde la population des nids totales, on a 70% des nids qui sont dans les grands arbres au-dessus de 10 mètres et 30% des nids secondaires qui sont en dessous de 10 mètres, entre le sol et 10 mètres. Il y en a même un ici en bas, là, qui est en fait sous une plaque d'égout. Et ça, c'est un nid secondaire qui s'est développé dans un regard d'égout. Il y avait largement la place pour s'y développer. Donc, les 30% de nids qui sont entre 0 et 10 mètres, ça, c'est des nids primaires qui sont restés à l'endroit où ils étaient parce qu'il n'y avait pas besoin de se déplacer. Il y avait toute la place qu'il fallait pour se développer. Par contre, dans 70% des cas, ça va aller se déplacer en général en haut des grands arbres. Autre petite chose, ça c'est le développement d'un nid primaire, le tout début. En 16 jours, la femelle fondatrice, elle fait tout ce boulot-là. Ici, il y a 2 enveloppes complètes autour des galettes dans lesquelles il y a des alvéoles. Donc ça va très vite, le développement d'un nid primaire.
Si les conditions sont bonnes, ça peut aller très vite. Alors, autre petite chose qui est importante à savoir, ce midi, je déjeunais avec quelqu'un qui me disait, mais c'est quoi la distance de prédation? Quand vous allez commencer à chercher des nids, vous allez vous dire, OK, je détruis un nid, ça va avoir un impact sur mon rucher. Il est important de savoir que un nid peut aller jusqu'à 1500 mètres pour chercher de la nourriture sur un rucher. 1500 mètres, c'est une distance minimum. À mon avis, ça c'est un avis très personnel, je pense qu'un nid peut aller jusqu'à 1800 mètres sans problème pour aller chercher de la nourriture. Quand il n'y a qu'un seul nid et que vous le neutralisez, c'est terminé et tout autour c'est tranquille. Mais quand vous êtes dans un environnement où, comme on voit à Oulé-Saint-Pierre, on est à 82 nids sur une commune qui fait 9 km², vous neutralisez un nid, c'est comme si vous aviez fait une goutte d'eau sur la surface de la mer. Il faut en neutraliser beaucoup pour arriver à avoir une visualisation de la baisse de la prédation sur les ruches. Et donc ça, c'est important de se souvenir de cette distance, parce que quand vous allez neutraliser des nids, si vous ne voyez pas l'impact, probablement parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Alors, la première chose que vous devez faire, avant même de commencer à localiser les nids et à faire ce que je vais vous expliquer avec l'aide de Arthur et de Basile, la première chose que vous devez faire alliance avec la population. Si vous ne mobilisez pas la population, vous n'y arriverez pas. Donc, il faut vraiment être dans l'éducation, dans la répétition, dans la communication. Et le répéter, et le répéter. Ma maman, qui est une institutrice distinguée, vous dira que la base de la pédagogie, c'est la répétition. Il faut répéter les choses 7 fois pour que peut-être elles atteignent le cerveau. Donc, il est vraiment important, sur un sujet comme celui-là, que vous preniez le temps de faire cet effort, parce que sinon, vous allez être tout seul et ce sera très compliqué. Donc, avec qui vous communiquez? Avec tout le monde. Tout le monde a besoin d'informations. Quand on chasse les nids à Bruxelles, on rencontre des gens qui ne savent pas, qui ont entendu dire ou qui ont peur. Et donc, il est vraiment important de faire ce travail-là, parce que une fois qu'on a fait ce travail-là, les gens viennent vous donner les informations dont vous allez avoir besoin. Les gens spontanément vous recontactent en disant « Il y a quelque chose de bizarre dans ma haie, est-ce que vous ne viendriez pas voir? Il y a quelque chose dans ma corniche de toit. » Et ça, c'est avec ces informations-là que vous allez trouver les nids. Et l'autre chose, c'est que vous allez pouvoir utiliser tous les médias, de la réunion, des flyers, des articles, les moyens sociaux. Tout ce qui vous tombe à votre portée est bon pour faire passer de l'information. Il y a une organisation qui est en place, qui s'appelle Vespa Hunter. Sur chaque commune de Belgique, il y a un Vespa Hunter avec le code postal de la commune juste avant. Et donc, si vous vous regroupez sur ce groupe-là, eh bien, vous allez pouvoir communiquer des informations liées à ce qui se passe sur la commune pour la chasse des frelons asiatiques. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que quand je reprends l'exemple de Oulé-Saint-Pierre, cette année, au total, on est à 116 nids localisés dans la commune et autour. La technique qu'on va vous exposer avec Arthur et son fils, la technique des pots à mèche, et avec Jean-Michel, pardon, le bon docteur Jean-Michel. La technique des pots à mèche qu'on va vous expliquer juste après, elle compte pour 11 nids. Si on regarde tous les nids qui ont été localisés, il y a 11 nids qui ont été trouvés qu'avec cette technique-là. Il y en a 70 qui ont été trouvés par une combinaison de l'utilisation de la technique du pot à mèche et de la population. Parce qu'en fait, quand on est dans la rue, on parle aux gens. Les gens, ils nous disent « Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous faites ça ?» On explique, machin, hein. Et puis, 2 jours après, 3 jours après, 1 semaine après, les gens envoient un message en disant « Vous ne viendriez pas voir chez mon voisin ?» Et là, on a des infos et on progresse. Et donc, grosso modo, 70 nids trouvés entre la technique et les pots. Et puis, il y a 35 nids que la population signale spontanément. Ce qui veut dire qu'en fait, la technique qu'on utilise, elle vous permet de localiser toute seule seulement 10% de la population des nids que vous avez fait. Allez, Arthur me dit un peu plus. Oui, parce qu'on en trouvait 3 par jour. Mais ça, c'est des chiffres que tu m'as donnés hier. Hein, Bon, voilà. Mais bon, si vous n'utilisez pas la population, vous allez passer à côté de beaucoup d'informations et vous ne serez pas efficace. Donc, mettez la population de votre côté. C'est la première des choses qu'il faut faire. Des nids secondaires. Pardon? Des nids secondaires. Secondaire et primaire. Et en primaire. Ouais, et primaire aussi, parce que le premier nid qu'on a fait à Oulé-Saint-Pierre cette année, c'est un monsieur qui avait une trouille bleue de tous les insectes qui nous a contactés en disant « Il y a quelque chose qui se passe.
Et on allait voir et on est tombé sur un nid primaire qui était accroché sous le haut vent au-dessus de sa terrasse. Celui-là, on n'a pas mis longtemps à le détruire, ça a été facile. Mais cette personne-là, elle avait peur et on est allé passer la soirée avec Jean-Michel, Arthur, Muriel, enfin on y allait plusieurs, on s'est bien amusé. Encore une fois. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est vraiment fondamental, cette notion de aller voir la population, parler à tout le monde. Hein, c'est vraiment tout le monde. Alors, une fois que vous avez fait ça, la première étape, c'est d'apprivoiser des frelons sur un appât sucré. Alors, pour pouvoir apprivoiser des frelons sur des appâts sucrés, il faut savoir où sont les frelons. Alors, vous allez me dire, ils sont devant mes ruches. Ok, ils sont devant vos ruches, mais c'est probablement pas à cet endroit-là que je commencerai à chasser les frelons, parce que le frelon est un insecte qui est très opportuniste. Si on lui donne quelque chose de sucré, il va peut-être venir sur l'appât sucré, mais si à côté il y a de la viande pour ramener à son nid pour nourrir ses larves, il va peut-être aller capturer des abeilles. Et donc, si vous voulez commencer à le fidéliser sur un appât sucré, alors que juste à côté, il y a des abeilles, vous avez une chance sur deux que le frelon fasse ce que vous voulez faire. Alors que si vous allez à un endroit où il est déjà attiré naturellement par des fleurs ou des fruits au sol, ou ici en bas à gauche, c'est mon compost. Hein, donc là, il y avait une brèche de cire et à côté, il y a une peau de kiwi. Donc on le trouve à des endroits où il y a des choses qui l'intéressent. Et bien, si vous avez des frelons à ces endroits-là, vous avez toutes les chances de pouvoir à ce moment-là le fidéliser sur un appât sucré. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à rechercher le mot. Et ça, c'est donc la première étape. Alors, un environnement calme et attractif, hein, donc du sucre. Calme, le frelon est un animal qui est farouche. Il n'aime pas les mouvements brusques, il n'aime pas les choses qui sont anormales, il n'aime pas qu'on le dérange. Quand moi je viens à mon rucher et qu'il y a des frelons en prédation, si je m'agite un peu, il y en a quelques-uns qui n'aiment pas, qui s'en vont. Alors ils reviennent, hein, ils vont pas traîner trop longtemps. Mais le frelon n'aime pas qu'on le dérange. Donc il faut vraiment le laisser s'installer tranquillement sur les appâts sucrés. Ça prend même pas une heure, mais il faut vraiment le laisser venir sur l'appât et faire ses allers-retours. Le cocktail que nous lui servons à Bruxelles, c'est un tiers de grenadine, un tiers de bière et un tiers de vin blanc. Vous allez chez votre supermarché préféré, on met premier prix, hein, on n'est quand même pas dans des cocktails de luxe, hein, c'est la base de la base, et vous prenez ça, et ça attire les frelons, ils sont fous de ça. Alors vous allez voir, c'est plutôt agréable hein, à l'odeur, on aurait peut-être même envie d'en boire, mais bon, comme on n'est pas des frelons. Voilà, donc vous faites ça. Alors, il y a deux techniques là, ici, j'ai un pot ouvert avec une rondelle de liège pour que les frelons ne se noient pas, mais on utilise aussi ce qu'on appelle des pots à mèche. Donc, un pot à mèche, c'est pas très compliqué. C'est un pot dont on a percé le couvercle et dans lequel on va mettre une mèche soit en tissu, soit en essuie-tout, et dans laquelle le liquide qui est dans le pot va amuser la mèche et par capillarité va remonter et les frelons vont venir butiner la mèche enduite du liquide. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, une fois que vous en avez qui sont fidèles et que vous les voyez revenir, et ça se fait très rapidement, hein, en une heure, vous avez des frelons qui vont venir sur l'appât et qui vont faire des allers-retours. Au bout d'une heure, vous allez commencer à faire ce que j'appelle enrôler des indices. Et enrôler un indice, c'est pas très compliqué. On attrape un frelon avec un filet à papillon, on le marque avec un outil qui est le one-hand catcher pour nous, et puis on le libère. On le libère sur l'appât, et comme il est fidélisé sur l'appât, il va revenir. Et à ce moment-là, vous allez commencer à faire vos mesures. Alors, pour qu'ils parlent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont été fidélisés sur l'appât, ils sont marqués, donc vous pouvez dire le frelon vert, ou le frelon blanc, ou le frelon rouge, il met autant de temps pour faire un aller-retour. Et il vole dans l'axe du panneau UCL Louvain. Vous faites des chronométrages et des mesures de temps plusieurs fois, et vous avez à ce moment-là une idée de la distance à laquelle se trouve le nid, et une idée de l'orientation dans laquelle se trouve le nid. Alors, il faut être un peu prudent, parce que 200 mètres à la minute, c'est une estimation. S'il fait beau, qu'il fait chaud, qu'il n'y a pas de vent, le frelon vole beaucoup plus vite. S'il fait froid, qu'il pleut, et qu'il y a un petit peu de vent latéral, le frelon vole plus lentement. Donc 200 mètres, c'est une estimation très grossière. 232.
Oui, le 232, mais dans les conditions Woluwe-Saint-Pierre, attention. Il faut être précis dans la mesure, docteur. Donc, soyons précis, 200 mètres, c'est une estimation. L'autre chose, les frelons ne volent pas en ligne droite. Les frelons font comme les abeilles, ils ont des repères dans l'espace et ils vont aller de repères spatiaux en repères spatiaux pour rentrer au nid. À Bruxelles, on s'est rendu compte que les frelons suivent les routes, ou suivent les rues, ou suivent des alignements d'arbres. Alors, si vous êtes dans une région où il y a des routes, des rues et des arbres, ben, ça va marcher. Si c'est des prés, si c'est un espace plus ouvert, ça va probablement être différent. Alors, entendons-nous bien, le frelon ne vole pas en ligne droite, mais le frelon ne fait pas des angles à 90 degrés. Hein, il vole quand même à l'économie et en direction de son nid. Mais dire, je prends un point et je trace une ligne droite pour aller au nid, ça ne marche pas. Et alors oui, autre chose, pour un même nid, vous pouvez avoir plusieurs frelons qui viennent sur l'appât et vous pouvez avoir des angles de vol différents parce qu'il y en a un qui a pris un repère spatial dans un endroit et plutôt à droite et un autre plutôt à gauche. Ils vont tous revenir au nid, alors c'est dans un angle qui est relativement restreint, hein, ça ne fait pas du 180 degrés, mais quelque part, on va avoir des différences de vol et d'angle de vol pour un même nid. Et donc, c'est quelque chose qu'on a observé. Alors, la technique de déplacement du pot, c'est ce que Arthur et Basile. Arthur et Basile, vous pouvez vous lever? Oui, on va lever. Et Jean-Michel. Allez. Allez. Donc, je vous présente le plus jeune trouveur de nid du monde, Basile. Arthur, son papa, et Jean-Michel, le coach. Voilà, donc, voilà une partie de l'équipe des trouveurs de nid de Woluwe-Saint-Pierre, sans doute mis à leur actif actuellement. 116 mais j'ai tendance un peu à exagérer, c'est une activité latin. Voilà. Donc voilà, 116 nids à hier au soir. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait? On fidélise un frelon sur un appât, on le marque, et on fait les mesures que je viens de vous expliquer. Quand ça c'est fait, et qu'on a commencé à avoir des mesures assez fiables, hein, donc il faut prendre 5-6 mesures de temps et d'aller-retour, quand on a ça, dans la direction de vol, 100, 150 mètres plus loin, on pose un deuxième appât qu'on va appeler le point B. Et quand le frelon revient au point A, à ce moment-là, on l'attrape délicatement et on l'amène au point B. Et on va le fidéliser sur le point B. Alors, si on l'a fait bien, il va prendre le jus sucré sur le point B, il va retourner au nid, mais dans sa tête, il est fidélisé aussi au point A. Donc, il va retourner au point A. Donc, on l'attend au point A, et on ramène au point B. On fait ça quelques fois, jusqu'au moment où il a compris que le point B est plus proche que le point A, et il reste au point B. Et quand on est au point B et qu'on a des temps bien établis, qu'est-ce qu'on fait? On crée le point C et on recommence. Et on s'approche petit à petit du nid. C'est comme si vous faisiez le siège d'un château fort, vous vous mettez à distance, très très loin, puis vous faites une première galerie, vous avancez, vous avancez, vous avancez. Et quand vous avez des temps assez courts qui sont aux alentours d'une minute 20, à ce moment-là, à l'œil, on peut suivre le frelon en vol et trouver son nid. Voilà la technique du déplacement de rabat. En quelques mots. Mais pas besoin d'être là, on a tout dit. J'ai tout dit? Ouais, on va répéter parce que Alors, avant de leur donner la parole, parce qu'eux, ils vont vous le mimer. voilà. Ils vont vous le mimer avec le matériel et tout ce qu'il faut. Plusieurs choses. Cette technique, elle a un avant. Vous avez compris, elle prend du temps, elle prend de l'expérience, mais là, les gaillards que j'ai dans mon dos, là, un week-end, 3-4 nuits, hein, sans problème. Hein. Le record, c'est 3 en un jour. 3 en un jour. Donc, ça peut vous dire que ça peut aller très vite. Quand on maîtrise la technique, on sait ce qu'on fait et qu'on a la bonne maîtrise du geste, 3 nuits par jour. Hein. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à 117 nuits localisées. Alors, ça nécessite d'être à 2, mais avec 2 personnes mobilisées, c'est relativement faisable. On a besoin de 2 appâts, le point A et le point B, parce qu'une fois qu'on est au point B, on prend l'appât et que le frelon est sur le B, ben on prend le A et ça devient le C et ainsi de suite. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup d'appâts.
on a besoin de suivre qu'un seul frelon. Et comme c'est un frelon, on sait que ce frelon-là, il va toujours aller au même nid. Et quand on est dans un environnement très infesté, ça vaut la peine de garder le même frelon, parce que rien ne vous dit que le deuxième frelon que vous marqueriez, c'est sur le même nid qui va aller. Parce que des fois, on a des frelons qui volent dans la même direction, mais on a plusieurs nids qui sont dans le même alignement. Je vais vous donner un petit exemple. Avenue Franklin Roosevelt, pour ceux qui connaissent un peu Bruxelles, 4 nids. Un au 20, un au 65, un au 85 et un au 262. C'est tout en ligne droite. Si vous commencez à un bout et que vous marquez 4 frelons, vous avez une chance sur 4 d'avoir les 4 frelons sur différents nids. Donc, si vous prenez qu'un seul frelon, vous êtes sûr que vous arriverez au nid que vous cherchez. Et puis, vous commencez pour le deuxième nid, le troisième nid, ensuite. Donc là, vous êtes certain que vous allez trouver un nid. Il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens. Vous allez voir le matériel qu'on a utilisé, c'est assez facile. Et puis, au début, c'est très chronophage. Ça, je dois le reconnaître, parce qu'effectivement, il faut maîtriser les gestes, il faut bien comprendre la technique, il faut la mettre en œuvre. Mais une fois que vous la maîtrisez, 3 nids par jour. Voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui. Quelle distance vous choisissez entre le point A et le Pardon? Quelle est la distance que vous choisissez entre le point A et le 100 mètres en général. 100 mètres? La distance entre le point A et le point B, plus ou moins 100 mètres, 150 mètres. Alors, avant de faire le nid, peut-être que des questions par rapport à tout ce que je viens de dire. Et est-ce que tout peut être fait le jour même ou bien Vous pouvez le faire sur plusieurs jours. Vous pouvez le faire sur plusieurs jours, mais quand vous avez un frelon marqué, vous avez intérêt à le suivre le plus possible. Au début, notre premier nid, on a mis 2 mois à le trouver. Et ça, c'était l'année dernière. Ça, c'était l'année dernière. Cette année, on a commencé vraiment à chasser. Le 5 mai. Oui. Les nids secondaires qu'on a commencé à trouver régulièrement, on a commencé à chasser vers le 12 août. Et les 5 premiers jours, on est monté à un moment à 3 nids. Mais j'avais dit à Arthur, on doit arriver à 3 nids par jour. Et il faut bien travailler. Et une fois qu'on a la technique et qu'on a dispersé un petit peu tous nos appâts dans la commune, on se fixe sur un frelon, on trouve le nid et on ne fait plus comme l'année dernière, remballer nos appâts, on laisse nos appâts parce qu'il y a d'autres nids et puis on quadrille. La concentration d'habitats n'est pas formée. La concentration des maisons, sans doute, oui. En fait, on va parler à. Très probablement, oui. On sonne à toutes les portes. Hein. On sonne aux portes, on explique. Les gens sont intéressés. On leur donne la zone où se trouve le nid probablement. En général, quand on estime, on fait des paris, puis on trace un cercle et on dit doit être là. Parfois, on essaie de se retrouver à 10 mètres du nid en étant à 4 minutes. Donc, c'est amusant, c'est addictif. C'est très amusant. Sur les 116 livres, vous avez parlé de réalité, la production de nids primaires et les secondaires. Arthur, c'est ça. Je dois vérifier, mais la liste, c'est dans la liste. En fait, une trentaine de nids primaires, 2 nids embryonnaires et le reste sont des secondaires. On était à 30, 29, 30 fin septembre. Prendre la liste. Puis le mois d'octobre, on était à mois de septembre, fin septembre, on était à 60. J'ai regardé la liste ce matin. De mémoire, c'est 35 nids primaires, 2 embryonnaires, quelques incertains et tout le reste, c'est des 2 secondaires. Je vous laisse présenter les choses de façon un peu plus live. Voilà. Bon, ça, c'est notre appât. Jean-Michel ne peut pas parler. Pardon. Ça, c'est notre appât numéro 1. Alors, il est alimenté en bière, vin blanc et grenadine. En bière la moins chère. La grenadine la moins chère et le vin blanc le moins cher. Everyday. Donc, je l'ai appelé cocktail de tous les jours.
Alors, Voilà. Louis a montré qu'on capturait les frelons au filet, mais ils sont tellement occupés à boire que la plupart du temps, au bout de quelques fois, on les attrape directement. Ils sont là, on le coince, on le marque avec nos Posca. On a une dizaine de Posca de couleurs différentes. On met des points, des multiples points. Et puis, une fois qu'il est fidélisé, qu'on a l'azimut, eh bien, on prend notre deuxième appât, qui est là. Et puis, quand notre frelon est revenu plusieurs fois, qu'on a eu quelques temps, on le réattrape, on le met. Je confie la plupart du temps à Arthur la transmission sur le deuxième appât parce que ça m'énerve. Mais il y a un petit. Donne-moi le micro. En fait, il y a un petit geste particulier qu'il faut exécuter, c'est que, sachant qu'elles vont toujours monter, il faut avoir la mèche tout près du bord et présenter donc la petite cage qui s'ouvre progressivement vers la mèche. Comme ça, pas le faire comme ça, parce que là, elles vont se mettre contre la mousse et elles ne vont pas descendre. Elles vont être énervées et ça va. Le stress est tout à fait proscrit quand on trappe. Il faut vraiment être très patient, très calme. Donc la mèche doit être bien couchée, elle doit calmement y aller. Si c'est bien fait, elle plonge sur la mèche, littéralement. Et en 30 secondes, c'est fait. Si ça prend plus de 30 secondes, c'est qu'on s'y prend mal. Et puis, on répète ça et on se rapproche. Et pour donner des petites infos, quand elles font des allers-retours, elles vous font, ou elles sont excessivement régulières, et donc vous savez à 5 secondes près, quand elles sont dans de bonnes conditions, qu'elles vont faire leur aller-retour. Puis parfois, ça peut être un peu variable. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que quand on a repéré des nids et nos frelons marqués, à la jumelle, on a observé comment et combien de temps elles restaient au nid. Et donc, le temps le plus court resté au nid, c'était 30 secondes. Et parfois, elles arrivent à l'entrée du nid, elles n'entrent pas, elles font la trophalaxie. On a observé ça. Et donc, quand on sait qu'on a les temps répétés les plus courts, on estime qu'ils sont 30 secondes au nid et on déduit ce temps de notre aller-retour. Et en réalité, quand on dit 200 mètres par minute, moi je calcule 3,88 par seconde. Et donc, c'est de cette façon-là qu'on approche. Et puis, effectivement, selon qu'il y ait du vent, pas du vent, qu'il fasse plus froid ou moins froid, mais en règle générale, c'est ce temps qu'on estime. Et puis, une fois qu'on est tout près, en général, à la minute, on court derrière le frelon. Ah oui. Ou, quand on est plus loin et qu'on est dans les rues, on court derrière notre frelon. Et puis, il y en a qui font la circulation pour qu'on puisse le suivre le plus longtemps possible, mais c'est assez bien. Parce qu'en fait, vous pouvez courir à la vitesse de votre frelon, et puis vous le voyez bifurquer à un endroit, et une fois que vous êtes là, vous installez dans le coin, et c'est ce qu'on appelle la technique du chat. La technique du chat, c'est immobile, les jumelles sur l'endroit où ils disparaissent. Et vous pouvez, alors à ce moment-là, une fois que vous êtes tout près, si vous avez un peu de chance, les trouver en 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure ou 2. Ça va dépendre, mais vous ne bougez pas. Et c'est comme ça que vous les trouvez. Donc on va reprendre alors depuis le début. On prend une belle bouteille en plastique de préférence, parce que si un appât tombe dans la rue, si nos appâts mobiles, parfois par le vent ou par les passants un peu scrupuleux, ils les balancent par terre. Et alors si c'est en verre, ça casse et ça fait sale. Moi, je préfère le faire donc en plastique, avec un goulot large, pour qu'il y ait une surface sur laquelle la mèche peut être appuyée.
Justement, la mèche, parlons-en. C'est un paquet de 10 torchons de chez Colruyt à 1,39 €, le paquet de 10. Ça, c'est une séance. Et c'est solide. C'est solide. Les frelons, elle le mordit, mais elle ne l'achève pas comme d'autres choses. Ça, c'est déjà c'est un appât qui nous a donné 4 litres. Merci. Mais elles l'ont bien mordillé, vous voyez, comparé à un autre. Et puis tu mets des pierres dedans. Et on met des cailloux dedans pour épargner en volume de bibine, de cocktail de tous les jours, parce que ça coûte cher en final quand on achète comme ça le mélange. Ben voilà, il faut l'acheter. Et en même temps, ça fait un peu un lest pour que la pâte soit bien assise. La mèche, voilà. Donc, L'attrapage au filet. près du trépied, enfin sur le trépied, je mets toujours une affiche avec mes coordonnées et un peu un explicatif de ce que l'on fait, avec quel est notre objectif. Et je l'attache au trépied parce que comme ça, il reste mobile, mais ça pourrait très bien être accroché à la plante nectarifère à ce moment-là et avoir une affiche qui est accrochée un peu plus loin aussi. Mais voilà, il faut que les deux aillent ensemble. On a eu j'ai vu en tout cas sur Facebook un cas où carrément la brigade anti-bombe est arrivée parce qu'il y avait un pot avec un fluide suspect. Il n'y avait pas d'affichette en fait. Non, mais non, c'est sérieux. Donc, mais en plus, comme disait Louis, pour regrouper la population, au moins vous faites vous connaître. Il y en a même qui font des. Ah, je ne l'ai pas pris. Il y en a un avec des QR codes de toutes sortes pour indiquer le blog, le site internet, la page Facebook et tout ça. Mais voilà, le numéro de téléphone, en général, c'est déjà pas mal. Et ça évite des problèmes. Et donc, le résultat, c'est qu'on a communiqué dans la commune, on a fait un groupe Facebook. Je stimulais les échevins en leur disant que avant les élections, ce serait bien de chasser pour rencontrer la population. Et bon, à force d'humour et de croiser les échevins et le bourgmestre, on a maintenant, on va avoir un petit subside de la commune pour nous payer nos appâts. Non, Oui, nos sombreros, et on va et des éponges. voilà, et on va appâter au printemps, et on a quadrillé la commune, et on va avoir le support de la commune pour communiquer aux habitants. Et donc le but va être de capturer le maximum de fondatrices au printemps, mais ça, je pense que Louis va vous expliquer ça encore. Pas forcément. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que Arthur, Basile et Jean-Michel vous ont dit? Oui. Une question concernant le piégeage des secondaires. Est-ce que vous avez une idée de la saison à laquelle, parce qu'il y a une partie qui est piégée à la chute des feuilles et l'autre partie. Alors, en fait, on va revenir en arrière. Ça, j'aurais pu le dire plus tôt. Les secondaires, on l'a eu. Il faut commencer à le chercher dès le printemps. Non, mais je veux dire, ceux que vous avez capturés vous-même. 5 mai. Localisés. 5 mai. Non, le premier secondaire. Le premier secondaire? Non, quelle est la part que vous avez identifiée après la chute des feuilles, avant la chute des feuilles? On en a trouvé 60 plus ou moins au 30 septembre. Donc, c'était bien avant la chute des feuilles. C'est vrai que les 2-3 dernières semaines, on en a vu aussi beaucoup, mais on en trouvait plus de 2 par jour. Avant la tempête, nous étions à 89 nids. Après la tempête, les feuilles sont tombées, les nids ont été abîmés et on a trouvé le reste après.
Et c'est vrai qu'il y a un jour où, il y a 2 semaines, Nathalie elle a trouvé 7 nids le même jour grâce aux feuilles tombées, grâce à la chute de 7 ou 6, je ne sais plus. Mais en fait, C'est pas sur les 117, vous êtes à 90 avant la tempête, et donc ça fait 27 après. Voilà, c'est la réponse à la question. Ça va? Alors, donc, oui, je vous en prie. Une question, est-ce que vous observez parfois des nids abandonnés? Je veux dire, un nid, même un nid secondaire qui a démarré et qui périclite parce que Alors, la reine, une autre, parce que ça a été, enfin, on mentionne parfois certains oiseaux qui peuvent s'attaquer. Alors, on va tuer les canards. Des nids abandonnés, oui, mais c'est assez tard en saison. Effectivement, après la tempête, on a été appelé, on a vu les nids, mais les nids avaient été abîmés par la tempête parce que l'arbre avait bougé et le nid s'était fait éventrer. Et manifestement, les frelons, la population n'avait pas la capacité à régénérer les nids. Mais par contre, ce qu'on a vu il y a 1 an, les pompiers interviennent sur un nid. Un jour où ils prennent une drache pas possible, pas de chance, quand ils piquent la perche dans le nid, il y a un morceau du nid qui se décroche. Et ils interviennent de mémoire début septembre. C'était le 27 septembre 2021. 2021. Donc 27 septembre. Merci. Donc les pompiers interviennent. Une partie du nid se décroche. On se dit, il va survivre, il ne va pas survivre. 3 jours après. 3 jours après, le trou, parce que c'était un bon tiers du nid qui était tombé, le trou était rebouché et la population était à nouveau active. Donc, moi, les gens qui disent les nids sont abandonnés, oui, mais ils sont abandonnés très très tard en saison, au moment où ils sont en train de péricliter. Un nid abandonné en cours de saison, j'en connais pas. J'en ai jamais, en 4 ans, je n'en ai jamais vu. Je dis pas que c'est pas possible, mais je n'en ai jamais vu. Il y avait d'autres questions. Et j'ai répondu à votre question, monsieur? Oui, très bien, merci. Donc, si je comprends bien, il faut presque commencer le piégeage printanier et le repérage. Il faut faire tout en même temps. Ouais, Toutes les techniques que vous pouvez utiliser en parallèle. Le but, c'est très simple, c'est de ne pas avoir de nid qui produisent de fondatrices. Parce qu'à partir du 15 septembre, les fondatrices commencent à sortir du nid. 15 septembre, 20 septembre, 10 septembre, j'en sais rien, mais c'est à partir de ce moment-là. Donc tout ce que vous pouvez neutraliser avant, c'est gagné. Il y avait une question en haut. Par rapport au fait le fourrier après le frelon, ils ne volent pas haut en fait. Non. Mais de toute façon, ils volent peut-être à 10 mètres, même pas, oui, 10 mètres en général, mais tu le vois. Enfin, ça dépend. Si tu as un beau ciel, il faut avoir des beaux ciels, la bonne lumière, mais certains soirs avec j'ai 60 ans, donc il arrive. Et donc, quand vous les voyez bien sur le fond du ciel, qui est blanc, ou même bien bleu, eh bien, vous pouvez le suivre, pas avec le soleil dans les yeux, ça vous n'y arriverez pas. Oui. Combien de temps restez-vous en moyenne d'immersion avec un poids? Reprendre la question. Ça varie. Reprendre la question sur les gens. Oui, alors, oui. Combien de temps on reste sur un appât? Le temps, moi, plus longtemps qu'Arthur, qui est plus impatient. Moi, j'aime bien d'avoir mes temps et de les répéter, mais on peut rester une demi-heure, 1 heure, et puis une fois que... Oui, non, on laisse des appâts un peu partout. Donc, il y a une chose qu'on a appris l'année dernière, c'est que quand on a trouvé un nid, on n'enlève pas l'appât, parce que il est connu par les autres, ils viennent des autres nids, et tous ceux qui viennent sur l'appât ne viennent pas nécessairement d'un seul nid. Et on perd du temps. Sinon, on se rend compte qu'il y a encore des frelons, on garde cet appât et on part dans une autre direction. Oui. Justement, tu me précises. Pour les gens qui sont en Zoom, la discussion n'est pas ouverte, mais le question-réponse est ouverte. Donc, je vois des messages passer. Vous pouvez envoyer vos questions pour qu'on y réponde. Et si on n'y répond pas là, on le fera à la table ronde. Donc, écrivez dans le question-réponse vos questions. Christine. Moi, j'aimerais que Basile nous montre comment il attrape un frelon. Allez, vas-y, montre-nous. Quand les frelons sont en vol stationnaire, et ben, je prends le filet
et je fais ce geste aussi. Ils n'ont pas bien tous vu. Bien, Christine. Merci. D'autres questions avant que je termine? Ok. Alors, Il faudra apprendre à Christine, parce que Oui, je crois pas. Elle est intéressante. bah, si c'est Basile qui donne le cours, je pense que Christine est d'accord. Oui, j'en ai pour 2 minutes et après on termine. Alors, il y a une chose qui est importante quand vous marquez des frelons, il y a des faux amis. Parce que je vous ai dit qu'à partir du 15 septembre, les individus sexués sortent du nid. Et il est important de savoir que les individus sexués, les mâles comme les femelles fondatrices, a priori, ils ne rentrent pas dans le nid. Ils sont partis dans la nature, ils se fécondent les uns les autres, ils se gavent de sucre et ils attendent que le mauvais temps arrive. Les femelles fondatrices vont aller se cacher, vont aller se mettre à l'abri des intempéries, les mâles vont mourir, mais les individus reproducteurs, ils ne vont pas retourner dans le nid. En fait, même, il y a des gens, des scientifiques, qui disent que les frelons ouvrières empêchent l'entrée du nid aux individus reproducteurs qui sont sortis. Donc, ça veut dire que quand vous chassez et que vous allez avoir sur vos appâts sucrés des frelons, il est important de savoir distinguer les mâles et les fondatrices, parce que ceux-là, ils ne vont pas vous donner d'indication, ils vont vous polluer vos mesures. Alors, les mâles, c'est assez simple à repérer, parce que morphologiquement, ça, c'est un abdomen d'ouvrière ou de femelle fondatrice avec un aiguillon, donc c'est pointu, et il y a un dard qui sort, si ça veut piquer. Par contre, les mâles, ils ont un abdomen un peu plus rond, ça vous rappellera sans doute quelque chose, et surtout, on voit les points jaunes ici, à l'arrière, alors qu'ici, c'est tout noir. Alors l'autre caractéristique morphologique, c'est que les antennes des mâles ont 13 segments, alors que les antennes des femelles en ont que 12. Donc, vous pouvez vous entraîner à visualiser la différence de longueur des antennes. Mais par contre, si vous attrapez un mâle, et que vous le retournez, vous allez tout de suite voir que c'est un mâle, rien qu'à l'abdomen. Alors la question c'est, oui, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait entre les ouvrières et les femelles fondatrices? Parce que là, c'est 2 femelles, c'est très compliqué de voir la différence. Alors, la différence, c'est qu'en fait, les femelles fondatrices, elles ont les corps blancs. Elles ont ce qui va leur permettre de passer l'hiver. Ça vous rappellera sans doute quelque chose par rapport aux abeilles d'hiver et aux abeilles de saison. Le problème, c'est que quand un frelon est dans cet état-là, il ne peut plus vous servir à trouver un nid. Et on s'aperçoit en fait qu'en termes de taille de thorax, alors bon là c'est 3 exemples, donc statistiquement c'est pas représentatif, mais on s'aperçoit finalement que les tailles ne sont pas un indicateur de c'est une fondatrice ou c'est une ouvrière. Par contre, la masse de l'insecte, oui. Et en général, si vous avez un insecte à partir du mois de septembre qui fait plus de 550 mg, donc 1 demi-gramme, eh ben, vous êtes fort probablement en face d'une femelle fondatrice, et dans ce cas-là, vous pouvez la tuer. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce que tu fais pour déterminer que tu as un insecte de 550 mg? On a les balances. Eh bien, on a des balances de précision dans notre attirail, et on se balade avec des balances de précision, et quand on capture un insecte qui nous semble un peu gros, on le pèse. S'il est lourd, on le zigouille, et on passe au suivant. Et ce n'est pas le nombre de frelons asiatiques qui manque pour faire le marquage, donc on n'est pas en manque de main-d'œuvre pour faire le boulot. Donc, si vous ne faites pas attention à ça, vous allez avoir des mesures qui ne vous serviront à rien et vous allez perdre du temps. Ça, c'était la première chose que je souhaitais vous partager. L'autre chose que vous pouvez faire dès maintenant, ce n'est pas la peine d'avoir des frelons au mois de septembre ou au mois d'août, il est fondamental de connaître votre environnement. Quand je dis fondamental de connaître votre environnement, c'est où est-ce qu'il y a du lierre, où est-ce qu'il y a des plantes attractives, où est-ce qu'il y a des points d'eau, où est-ce qu'on risque, quand on veut chasser les frelons asiatiques, de les trouver, puisque c'est là que vous allez poser vos premiers appâts. Vous pouvez poser vos appâts n'importe où, mais s'il n'y a pas de frelons qui viennent dessus, c'est parce que ce n'est pas attractif. Donc si vous avez un lierre en fleurs qui fleurit tôt en saison,
posez un appât à cet endroit-là, vous êtes sûr que vous aurez des frelons qui viendront dessus au moment où le lierre fleurit. Et donc, il est fondamental dès maintenant de commencer à repérer dans votre environnement les endroits intéressants pour poser les appâts. Cotonnier astère, ça c'est la... Alors, le cotonnier astère rampant, le lierre, si vous avez du raisin, si vous avez des poires au sol, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment fondamental. Et donc, la botanique peut vous aider. Hein. Donc, ici, vous avez du cotonnier astère, ici, vous avez un églantier, ça, c'est du mahonia, ça, c'est début de saison. Ça, c'est plutôt un espèce de pissenlit, ça, c'est un ombellifère. Ça, c'était une pourrie au sol. Bon, ça, c'est du lierre. Poire, du raisin. Fatsia japonica, ça, c'est une plante de décoration assez fréquente à Bruxelles. Voilà. Donc, ça, quelques plantes qui peuvent être intéressantes à observer. Et donc, ça, vous avez intérêt à les repérer maintenant, parce que quand ça fleurira, vous aurez des frelons dessus, et c'est là que vous posez vos appâts. Voilà. Et surtout, ne vous en faites pas, il y en aura pour tout le monde. Des questions? Il y a des questions, des choses qui... Oui? Ils n'ont pas tendance à prendre la place sur la fleur parce que... Alors, si vous mettez un appât, un tiers de lierre, un tiers de grenadine, un tiers de vin blanc, juste à côté du lierre, ou sur le lierre, le frelon va venir sur l'appât. Alors ça, on l'a fait X, les fleurs sont intéressantes, mais notre appât, il est plus intéressant que les fleurs. Ça va plus vite. Parce que le jus sucré est plus concentré en sucre. Et quand je suis présent sur l'appât, j'ai toujours une capsule de bière avec moi. Et j'ai déjà remarqué que les colonnes se remplissent plus vite quand elles ont accès directement au fluide. Et donc, je mets quelques gouttes dedans et je le mets à proximité. Parfois même, je le bloque ici. Et elles viennent dessus. Et elles se remplissent plus vite. Elles n'ont pas l'effort à faire de succion à travers la mèche. Oui. Ah, pardon, oui. Vas-y. Alors, une question qui demande si vous êtes attelé à essayer avec un marqueur type fil argenté visuel. Alors, on a essayé, oui, on a essayé, alors, oui, est-ce qu'on a essayé d'utiliser un fil argenté accroché au frelon? Alors, oui, on a essayé. Mais d'abord, c'est hyper compliqué parce que accrocher un fil autour de l'abdomen, enfin, à la jointure entre l'abdomen et le thorax d'un frelon, bon courage. Il faut anesthésier le frelon d'abord. Alors ça, on sait faire. Mais après, il faut faire un nœud très très fin, suffisamment solide. Et je vous rappelle que les mandibules du frelon, ça coupe très très bien. Donc il faut être sûr qu'il ne va pas vous couper le fil. Premier point. Et deuxièmement, ça prend du temps. Et puis, le frelon, il décolle, mais il décolle peut-être pas forcément très bien. Il ne va pas voler tout droit. Pour moi, il est stressé. Je vous ai dit qu'un frelon stressé, un frelon stressé, ça ne sert à rien. Donc nous, on a arrêté de faire ça parce que c'est pas efficace. C'est amusant, mais c'est pas efficace. On s'amuse beaucoup, mais ça ne donne pas la résultat qu'on veut. Donc on fait... Voilà. Oui. Oui. L'utilité des protéines en fin de saison. Non, non, d'abord, ça va vous coûter cher. Deux, les protéines, les morceaux de viande que vous allez lui donner, ça va vite pourrir, ça va vite se dessécher. C'est du... Moi, je ne sais pas que c'est pas bon. J'utilise ça dans les pièges. Non. Les appâtés, pour qu'ils viennent sur vos appâts avec des protéines, ça n'a pas de sens. D'abord, ça va être compliqué de les attraper, de les marquer. Vous avez plus vite fait de le faire sur un appât liquide sucré. Beaucoup plus simple. Et on ne connaît pas le temps au nid oui, avec leurs protéines. En plus, là, donner une boulette de viande au nid à des larves,